Hello! Vous écoutez Le Paradis attendra, une safe place pour parler de nos parcours de vie, de nos croyances et de nos spiritualités. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, mettez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Avant de démarrer, je précise que l'épisode d'aujourd'hui évoque des scènes de violence qui peuvent être difficiles à entendre pour les personnes jeunes et les plus fragiles. Connaissez-vous l'histoire d'Angulimala ? Au temps du Bouddha, vivait un homme aux mains tachées de sang. Son nom, Angulimala. Il avait assassiné 100 personnes, dont il portait les pouces en collier. Les gens étaient terrifiés et cherchaient à ne jamais croiser son chemin. Un jour, la route d'Angulimala croisa celle de Bouddha. Cherchant à commettre son 101e forfait, il tenta de l'attaquer, mais fut déstabilisé. Le Bouddha n'avait pas peur de lui, ni même de la mort. Dans sa grande sagesse, il avait choisi de ne faire de mal à aucun être vivant. Angulimala comprit la vertu et l'amour de l'enseignement que Bouddha venait de lui prodiguer. Il devint alors moine et atteignit même ce que les bouddhistes appellent l'illumination. Cette histoire nous offre un enseignement précieux. Quelles que soient les voies empruntées dans notre passé, nous pouvons changer. Dans sa jeunesse, William faisait partie d'un gang de skinheads. Un environnement violent dans lequel il a donné des coups, puis appris à les retenir pour trouver la paix. Il nous raconte. Par exemple, quand tu es en prison, tu vois pas le soleil. Ouais. T'as pas cette impression de pouvoir te déplacer où tu veux. Et ben, quand tu es pris par la haine et la colère, ça t'empêche d'aimer, ça t'empêche d'apprécier les gens, ça t'empêche de découvrir le monde. Ouais. Et quand tu sors en fait de cette haine, bah, tu découvres le monde. Les gens ont plus peur de toi. Et toi, t'as plus peur des gens. T'as plus peur des gens, t'as plus d'ennemis. C'est complètement différent. C'est une approche différente, vraiment différente. Et ça se passe quand même. Ça prend du temps quand même. C'est pas si simple que ça. Oui, c'est un long cheminement. C'est un long cheminement. Ouais, c'est un long cheminement. Je pense que la chance que j'ai eue dans cette vie, c'est... Je m'en serais pas sorti tout seul si d'autres membres, en fait, de mon clan, de mon gang, je sais pas comment tu peux appeler ça, s'en seraient pas sortis. On est sortis quelques-uns en même temps. Ah, ok. Ouais. Il y a eu un effet de groupe. Il y a un effet de groupe, ouais. Parce qu'on était trop solidaires les uns des autres pour s'en sortir. Et il y en a un qui était devenu handicapé parce qu'il avait pris une balle. D'accord. Et lui, il s'est dirigé vers la spiritualité. Et c'est grâce à lui que j'ai pu avoir un éveil vraiment et me diriger vers une vie intérieure, quoi. Sans ça, je sais pas si je m'en serais sorti. Je te dis franchement, sans spiritualité, je pense pas. Parce que en fait, quand tu vis en bande et que tu as un taux comme ça d'agressivité, tu as une vie comme un guerrier, quoi. Et tout paraît fade. Ouais, j'imagine, t'as de l'adrénaline tout le temps, quoi. Le travail, c'est fade, tout est fade. Mm. T'as besoin de sang, je suis désolé. T'as besoin de sang, t'as besoin de te dépasser tout le temps, tu vois, de braver des dangers, etc. Ok. Voilà. Et donc, quand tu vis comme ça, tu t'ennuies dans une vie quelque part normale, quoi. Et la vie intérieure, ça m'a permis de découvrir quelque chose de plus grand, une bagarre plus grande. Parce que donner un coup de tête, c'est facile, mais retenir ses coups et aimer ceux qui te veulent du mal, ça c'est difficile. Disons que quand on a été dans une extrême, on a besoin d'aller dans une autre extrême pour s'en sortir. Et après tu trouves l'équilibre. Mais dans ce moment-là, en fait, quand j'ai pu comprendre que j'étais quelqu'un de bon, parce que quand tu descends à l'intérieur de toi-même, bah, tu rencontres une autre personne, et puis tu rencontres des petits monstres qui veulent te bouffer, c'est la colère, tu vois, la concupiscence, l'envie, la convoitise, il y a plein de choses qui sont là, qui nous empêchent d'être libres. Ah oui, et puis qui nous font du mal tout seuls. Voilà. Quasiment. Et donc, quand tu médites, bah, c'est comme si toutes ces choses se décollaient de toi,
et puis que tu pouvais entrer dans un espace de paix et d'amour, tu vois. Et une fois que tu comprends ça, bah, tu as envie d'aller plus loin, d'aller plus loin, d'aller plus loin. Mais la différence avec, si tu veux, une vie normale où tout a une limite, et on fait toujours la même chose, excuse-moi, ça tourne en rond tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah, c'est que la vie intérieure, t'as cette sensation que tu peux toujours aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, 20 ans, 30 ans, après 40 ans. Il y a toujours des choses à découvrir en toi-même. Ouais, et c'est ça qui est merveilleux, quoi. C'est vraiment merveilleux. Ça veut dire qu'on ne se lasse pas. À partir de là, ça donne un tel équilibre qu'on n'attend plus des autres. Donc, on peut avoir des relations qui sont beaucoup plus belles. Plus saines aussi. Ouais, quoi. parce qu'on n'a pas véritablement d'intérêt puisqu'on trouve le bonheur en nous-mêmes. Ouais. C'est pour ça qu'on peut vraiment être une personnalité complètement différente et échapper à l'ancien monstre. Entre guillemets quand même, voilà, parce que tous les humains qui font des bêtises ou des conneries ou même les pires choses restent des humains. D'ailleurs, c'est ça aussi qu'il faut toujours... Bien sûr. Mais bon, on peut vraiment changer, quoi. C'est possible. Moi, c'est mon expérience. Pas mal de voyous me contactent toutes les semaines. Alors, des fois, c'est beaucoup, des fois moins. Ça dépend des périodes. Quel type de gens qui prennent contact avec toi quand tu dis des voyous, etc. C'est des gens qui... Par exemple, j'en sais rien, qui sont comme toi dans des gangs ou dans des extrêmes même politiques, et qui se rendent compte d'un coup que... Il y a ça, et puis il y a des gens aussi qui ont des problèmes personnels. Par exemple, qui m'ont vu à la télé et qui ont trouvé ça extraordinaire de sortir comme ça de cette violence et puis d'échapper quelque part à la souffrance. Et ben ça leur donne un espoir aussi. J'ai aussi pas mal de gens du commun qui m'ont contacté, quoi. Ouais. Ouais, il y a plein de sortes de personnes. Est-ce que tu peux me raconter, quand tu étais petit, dans quel contexte de croyance t'as grandi ? Est-ce que tu croyais en quelque chose quand tu étais enfant ? Quand j'étais enfant, je pense pas que je croyais en quelque chose. Mes parents étaient pas croyants déjà. Et puis, je vivais dans une cité. Donc, c'est les premières cités dortoirs. D'accord. C'était dans quel coin ? C'était vers Bagnolet, D'accord. Ouais. À côté de Paris, juste à côté de la porte de Bagnolet. Et c'est des coins où les gens quand même ont une conscience assez particulière, quoi. Hein. Il y a pas mal d'envie entre les gens, tu vois, parce que c'est des galères aussi, non ? Enfin, j'imagine. Ouais. C'est des milieux sociaux. Ouais, il y a moins d'argent, donc c'est une galère. Donc Voilà, il y a pas mal, les jeunes commencent à se droguer, ça dérape de partout, quoi. Ça dérape de partout et automatiquement, Dieu, ça n'existe pas, quoi. Voilà. D'accord. Oh. Et tes parents t'ont pas non plus transmis spécialement une philosophie de vie, une manière de... En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis devenu un voyou et que là j'ai vraiment dérapé, ma mère, elle a vraiment eu peur, quoi. Ah, j'imagine. Parce que je revenais avec du sang sur mes vêtements, tout ça, tu vois, j'étais vraiment un cogneur, quoi. Et ma mère, elle est devenue presque folle. Donc là, elle a pris refuge dans des groupes religieux, quoi, pour avoir de l'aide, tout ça. Quand on a des cas sociaux comme ça, où moi j'étais vraiment devenu quelqu'un de, je sais pas, quelqu'un vraiment d'instable, quoi, vraiment méchant, et comme je sais pas, quelqu'un de féroce, quoi, tu vois, qui pense que simplement être bête, tu vois, et méchant, tu vois, c'est une culture. L'amour, c'est une culture, et la méchanceté et la bêtise, c'est une autre culture. C'est intéressant. Ah ouais, non, mais c'est une culture. Moi, je suis pas né débile. Non, bien sûr. Voilà, on est tous gentils. On est tous... Mais voilà, on devient méchant en côtoyant des gens méchants. Et on cultive. C'est une culture. Et à un moment, on développe un taux de débilité, d'extrême, que voilà, les gens ne nous reconnaissent plus. Oui, c'est ça. Mais toi, c'est en quelques années aussi que finalement, t'étais quelqu'un, on va dire, entre guillemets, de à peu près normal, un enfant, je pense pas, enfin, t'étais pas un enfant violent, probablement, c'est l'adolescence en général. Disons que dans une cité, la différence quand même, c'est que tu as contact avec des gens un peu plus grands qui se dégradent. Tu fumes les premières cigarettes, moi j'ai fumé les premières cigarettes à 8 ans. C'est jeune quand même, 8 ans pour la première clope, c'est vrai. Ouais, parce qu'en fait...
T'es perdu, tu veux imiter les grands. Ta référence, c'est ceux qui sont plus grands. T'as envie de faire des bêtises, tu t'ennuies. T'as pas de gazon, t'as pas de forêt. T'es simplement dans une cour t'es dans l'escalier d'immeuble. Et puis, bah, tu te dis, qu'est-ce que je fais, quoi. Ouais. Tu vois, bah, les expériences, tu les as extrêmement vite. Et surtout, le souvenir que j'ai, alors j'ai pas énormément de souvenirs, mais le souvenir que j'ai, c'est cette pression dans l'école, par exemple. Les enfants, leurs frères sont des voyous plus grands, leurs frères sont encore plus grands, sont encore des plus grands voyous. Et on se retrouve dans des phénomènes de clan, où si tu t'assumes pas, t'es raquetté. Oui, donc t'es obligé frappé. De tout de suite développer des défenses, quoi. C'est pas évident, c'est pas évident. Ça veut dire que t'es projeté dans quelque chose qui fait que t'es obligé d'évoluer contre ta volonté. Oui. Contre ta volonté. J'ai dû me défendre contre une terreur de l'école, une petite terreur, parce que c'est des gamins. Et je lui ai mis une patate, et à partir de là, bah, les gens, ils ont commencé à me respecter. Et donc ta vie, elle change. Ta vie, elle change. Parce que tu comprends que tu peux devenir quelqu'un avec tes points, avec ceci, avec cela, donc il y a une évolution. Ça veut dire qu'il y a une brèche vers la violence. Parce que dans un système. Tu rentres dans un système. Parce que tu te dis, finalement, t'es entouré de gens qui croient pas à l'école, à l'évolution dans ce monde, tu vois. Et bah, tu te dis, qu'est-ce que je vais devenir? Dans cette conscience-là, avec les parents, ça marche pas trop aussi. Parce que la plupart des enfants, ils ont pas trop de respect pour leurs parents. Donc tu te mets à traiter tes parents, ça devient des ennemis, etc., etc. Donc, bah, tu te coupes de l'harmonie parentale. Surtout que mes parents étaient quand même plus vieux que moi, ma sœur avait 8 ans de plus que moi, mon frère 13 ans de plus que moi, ça fait des écarts, tout ça, tu vois. Et tu te retrouves finalement où tu sens pas que tu as un refuge. Et à ce moment-là, bah, tu as besoin d'un refuge. Et c'est là que tout est possible. Ça veut dire que tu prends une identité. Moi, je sais, par exemple, j'adorais le rock, trucs comme ça. Très jeune. C'était en quelles années qu'on puisse se faire une idée un peu de ce que tu écoutais comme musique et tout ça je sais pas, les premiers groupes comme AC/DC, choses comme ça, 78, un truc comme ça. Et puis après, les premiers groupes punk, tout ça, comme les Sex Pistols, tout ça. Et automatiquement, tu prends un look. C'est un moyen d'avoir une identité. Mais ce look-là, qu'est-ce qui se passe? Ça t'apparente aussi à d'autres personnes comme même look. Donc tu cherches à rentrer dans un groupe. Et à te faire accepter, en fait. Voilà. Et petit à petit, tu commences à traîner avec des loupards, des petits loupards. Et il y a comme une graine qui est là et qui peut à tout moment germer et déraper. Moi, je sais que j'ai commencé quand même à être violent un petit peu. J'ai retrouvé, par exemple, des mots de directeur quand j'avais 13 ans. Où il disait que William, en fait, sa violence, elle est extrême, que ça peut pas être accepté dans le lycée. Donc c'est quand même, tu vois, ça veut dire que je devais envoyer quelque chose. Parce que 13 ans, c'est jeune aussi, quand même, pour être déjà... Donc ça veut dire que je devais laisser les gars par terre, déjà, tu vois. Et donc, mes parents, comme j'ai été viré, ils m'ont mis dans un autre lycée, etc. T'es allé dans un lycée, si je me souviens bien, sur Paris, pour essayer de t'éloigner, non, de justement un peu de la violence. Disons que mes parents, ils voulaient pas que je déraille. Donc ils ont essayé de me trouver un lycée comme ça, mais ça a pas fonctionné en fait. Ça a été pire encore. Ça a été pire. Ça a été pire. Et ça a été pire de ton fait ou enfin, c'est toujours un peu de notre fait, mais et des rencontres que tu as faites à ce moment-là? En fait, ce qui se passe, c'est que dans l'autre lycée, il y avait un professeur de musique, super branché, qui m'a fait découvrir des groupes qui étaient vraiment sympas, comme les Sex Pistols, d'ailleurs, ils venaient juste de sortir. Et on a été faire un voyage en Angleterre. C'est là que j'ai rencontré les skinheads, en fait. En Angleterre? En Angleterre, ouais. C'est fou. Et je savais pas ce que c'était. Et quand j'ai vu cette personne là, rasée, qui déambulait dans les rues des puces de Londres, j'ai vraiment été, je sais pas, attiré. C'était différent que ce que j'avais connu. C'est vrai que tu vois, des gars des cités, puis des gars des cités qui
qui faisait des vols, tu vois. C'était toujours par derrière, tu vois. Là, le gars, il faisait peur à tout le monde. Et je sais pas, ça m'a impressionné, quoi. Ça m'a impressionné. Moi-même, j'ai eu peur, quoi. Ouais. Tu vois. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Puis je suis resté sans réponse, tu vois. Et puis mes parents, quand ils m'ont mis dans d'autres lycées, rue d'Assas, à Saint-Sulpice, c'est là que il y avait un skinhead, en fait. Il y avait un skinhead dans ce lycée à Paris. Ouais. Ah ouais. Un skinhead très réputé qui était champion de boxe. Et il y avait d'autres skinheads qui venaient le chercher à la sortie du lycée. Et là, je me suis dit, waouh, c'est la même chose. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai été attiré. C'était des fous furieux, toi. C'est quoi un peu le milieu skinhead pour ceux qui savent pas trop? C'est un mélange de musique, d'un style, des opinions politiques, rien de tout ça, ça. Après, moi, l'époque où j'ai connu, c'est une époque où ça part, c'est un petit peu différent. À l'origine, les skinheads, Bob Marley était un skinhead. Ah voilà, donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir ce que les gens pensent. C'est pas du tout raciste, etc. Quoi. Ouais. C'est une mode vestimentaire, une façon de vivre et et de la musique, une danse, etc. Mais après, ça a évolué vers le punk. Okay. Donc ça a évolué, puis après ça a été récupéré par différents groupes politiques, etc. Donc moi j'arrive dans un moment où les skins deviennent plus nationalistes, plus racistes, et en même temps tout le monde est ensemble plus ou moins. Donc t'as des blagues dans le groupe, t'as des Chinois, je sais pas, des Juifs, des Iraniens, des Turcs, tout le monde est mélangé ensemble, mais il y a quand même une graine vraiment de personnes qui sont aussi racistes et qui voudraient quand même plus séparer. Tu commences à avoir des mouvements différents. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est vrai que moi, quand je vois ces gens, en fait, dans un premier temps, j'ai pas de contact avec eux, mais je les observe. Ok. Il y a différents moyens de se transformer. Tu sais, par exemple, si tu regardes des films de violence, à un moment, tu peux devenir violent. Parce que ça s'imprègne. Bien sûr, tout s'imprègne. C'est une association. On peut s'associer à travers le son, on peut s'associer à travers l'image, on peut s'associer à travers physiquement avec des gens. Tout. En Inde, on dit que l'être vivant, il est comme un joyau, il prend les qualités et les défauts de ce qui l'entoure. Tout a une influence. Par exemple, je bois du café, ça m'influence. Oui. Je vais boire un verre d'eau, c'est une influence neutre, l'eau, par exemple. Mais si je bois de l'alcool, ça va dégrader ma conscience, par exemple. Donc, tout a un effet sur nous-mêmes. Et quand je voyais ces gens-là, comme j'avais envie d'être comme eux, j'ai commencé à cultiver leur démarche, leur façon de regarder les gens. J'ai commencé à taper des gens dans la rue. J'ai commencé vraiment à m'entraîner. C'était comme un entraînement. Parce que là, je voulais vraiment rentrer dans la gang. Le principe du skinhead à cette époque-là, c'est qu'il marche dans la rue, il regarde les gens, celui-là qui te regarde, boum. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment aléatoire, quoi. Faut juste pas croiser le regard de la mauvaise personne. C'est un peu ça. Moi, c'est ce que j'ai vécu, quoi. Ouais, c'est fou. C'est comme ça. C'était une époque, quoi. Alors, je pense pas que c'est comme ça maintenant, mais à cette époque-là, il y avait quand même des skins qui étaient comme ça. Et moi, j'ai commencé donc à devenir comme ça. Et quand je me suis senti prêt, donc j'ai parlé avec ma mère, parce que mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Et moi, j'avais pas d'argent non plus. Donc je me suis fait payer des fringues, et je me suis coupé les cheveux, et puis j'ai débarqué au lycée comme ça. Mais la chance que j'avais, quelque part, ou la malchance, c'est que j'étais dans l'école, et lui était aussi dans l'école. Donc, on s'est croisés à un moment et il m'a regardé, il m'a dit qu'est-ce que tu fous habillé comme ça là? Parce que lui c'était en quelque sorte ton némésis, c'était aussi celui qui était looké skinhead, quoi. Disons que c'était comme ça allait devenir mon mentor en fait. Ouais, c'est ça quoi, parce qu'il était plus vieux que moi, plus balèze, plus grand, et puis il était super réputé. Et donc du coup j'avais un bon look, j'assurais, donc il m'a accepté et il m'a après introduit dans ce milieu. Ça a un nom, un groupe un peu comme ça de... C'est une bande. Lui, il faisait partie de la bande des Tolbiac.
D'accord. Et après, j'ai connu d'autres bandes. Ok. Alors au début, bien sûr, on n'est pas dans le milieu dur tout de suite, tu vois, parce que t'arrives, quoi. Ouais, c'est Faut faire tes progressif, preuves. j'imagine. Faut Ouais. faire tes preuves. Hein. Au début, moi j'étais un gosse, quoi. J'avais 15 ans, 14-15 ans, tu vois. Ouais, c'est jeune, en fait. Super Quand jeune. on y pense, c'est hyper jeune. C'est hyper jeune. Mais la débilité et l'agressivité, Ou l'envie d'être accepté aussi. voilà, Peut-être. ça te fait vraiment devenir un autre personnage, quoi. C'est grave, quoi. Et ben, en très peu de temps, je suis devenu un membre du noyau dur en très peu de temps. Ah ouais, Très peu de d'accord. temps. T'as fait tes preuves assez vite. Très peu de temps. Ouais. Et je me suis retrouvé dans des histoires pas possibles où moi j'ai vu des gars avoir peur et moi j'y allais, quoi. Tu vois, je me rappelle d'un épisode, ça c'était en 83, où il y avait une bande, la plus vieille bande de Paris, c'est les Skins des Halles. Ils D'accord. étaient un paquet, et puis plus vieux, tatoués sur la gueule et tout, des gars vraiment féroces. Ouais, quoi, ça tu devait vois. faire peur, et quand on les croisait dans le métro et tout, on devait pas faire les Et malins. voilà, venir dans un concert en sachant qu'ils arrivaient tous là pour pouvoir nous défoncer la tête, toi. Grave. Et je viens moi-même, quoi, toi. Ok. Et je viens, et on est trois, et ce jour-là, je me tape avec un, et j'ai le dessus, toi. Et c'est comme ça que je trouve ma place, quoi. Je m'impose. Finalement, à chaque fois que tu t'imposes physiquement sur quelqu'un, Ouais, tu trouves une place un peu plus haute. c'est ça, ouais. Ouais. Et à un moment, bah, tu deviens, voilà, tu deviens vraiment quelqu'un de réputé, quoi. Ok. Et Ouais. après, c'est très difficile de t'en sortir. Moi, j'ai eu un moment de ma vie où, comment dire, ouais, j'étais habillé tout en noir comme un nazi. J'avais des tatouages sur la tête, tout ça. Et des insignes sur le blouson, partout, tout ça. J'étais tellement une aura négative, j'avais tellement développé un mauvais côté. Je dégageais une telle vibration négative comme un démon, quoi, que les gens avaient peur de moi. Quoi. Ouais. Partout, quoi. Les gens, ils avaient peur. J'allais dans tous les quartiers, tu vois. Ah, c'était terrible, toi. En Et même puis, temps, on devait pas t'embêter beaucoup. ouais, Ça devait être et le- puis en plus, ce qui se passe, c'est quand t'es petit, t'as des armes. Voilà. Moi, j'avais un marteau, je fracassais des gens à coups de marteau. Ah, la tête et c'est- tout, hein. Ah, Mais bah, t'as ouais. dû voir des trucs et vivre des trucs quand même. Ah, bah, On a ouais. du mal à imaginer, je Ah, pense. ouais, ouais. Ouais. Bah, disons que, voilà, c'était pas, on n'avait pas de véhicule, des choses comme ça, parce qu'on était des gars de la rue, quoi, tu vois. Ouais. On était des jeunes de la rue, pour manger, on braquait, tu vois, des gens pour avoir de l'argent, ou on allait voler dans les McDo des plateaux, des choses comme ça, parce qu'on était des gens de la rue, tu vois. Ce qui se passe, c'est que bah, la violence, elle s'est accrue graduellement, quoi. Et c'est devenu, je pense à un moment, c'est devenu même sadique, parce qu'on aimait le sang, on aimait laisser des gens par terre agoniser ou morts, je sais pas. Toi, moi, on est venu me voir pour des meurtres. Aussi, j'ai failli tomber pour des meurtres, tu vois. Mais c'est la rue. La rue, tu rencontres d'autres bandes, c'est la guerre. Oui, c'est C'est ça, celui-là c'est qui marche rêve. ou crève de C'est le toute marche ou façon, crève. hein, c'est le- Moi, j'ai vu, je me rappelle de sauter à pieds joints sur la tête de gars, quoi, tu vois. C'est ouais. Juste parce que c'est fun, quoi. Ouais. Tu deviens vraiment frappé, quoi. Il y a une case qui s'en va. T'as plus de repères. Ben, c'est ton repère commun avec ton groupe aussi, quoi. Enfin, Ouais. c'est ton. Bah, tu deviens comme un animal. Alors, bon, maintenant, les gens, ils respectent beaucoup les animaux, et moi aussi, hein, moi, je suis végétarien, par exemple. Mais on voit que l'humain, à la base, il est fait pour être l'ami de tous les êtres vivants. Mais on peut se dégrader plus bas qu'un animal sauvage, quoi, qui va te Oui. sauter dessus. Parce que l'animal sauvage, il le voilà. fait pas pour ça, Voilà, lui il fait le pas fait par plaisir. instinct. Ouais. Il le fait par instinct. Et là, moi, je me rappelle, j'avais plus de conscience humaine. J'avais plus d'humanité en moi. Mais ça veut dire au quotidien, par exemple, tu te rappelles comment Enfin, forcément, si tu avais de l'humanité, puisque tu mangeais, tu respirais, il y avait des gens quand même que t'aimais, j'imagine, dans ta bande et tout. Ouais. T'avais des attachements Bien sûr. humains, donc... L'amour est toujours présent, bien sûr. Ouais. Mais elle se dirige sur quelques personnes. Et le reste, c'est Ah peut oui, être des ennemis. c'est clanique, quoi. Voilà. Ceux qui sont pas dans ton clan. Ça veut dire qu'en fait, quand tu as un look comme ça, les gens t'aiment pas. Donc s'ils t'aiment pas, tu les aimes pas. C'est une spirale. C'est réglé. Et t'aimes simplement les gens qui, quand tu fais corps, pour pouvoir te protéger, voilà,
et vivre, quoi. Mais c'est très limité, quoi. C'est un mode survie un peu. Ah ouais, c'est très limité. Puis même tes parents, moi mes parents, c'était terrible quand ils me voyaient, quoi. Ouais, en plus, tu faisais du mal autour de toi, quoi. Tu Ouais, voyais que c'était les gens terrible. qui t'aimaient, eux, souffraient Ouais, aussi. c'est terrible, ouais. Et puis vraiment, ce qui est vraiment épuisant dans ce genre de vie, c'est que plus les gens t'aiment, plus t'es méchant avec eux. Ouais, c'est bizarre, C'est quoi. un peu le sadisme, ça, non, justement? Je sais qui- pas je ce que sais pas. c'est. Je sais pas ce que c'est. Par exemple, si t'as ta mère qui vient pour essayer de te sauver, t'as l'impression que ouais, c'est du poison, quoi. Et parce que quand tu faisais du mal à ta mère, t'avais pas l'impression de te faire du mal à toi, quand même, un peu? Tu ressens plus Tu rien. ressentais plus. Ouais. Non, t'étais insensible. Je me rappelle certaines choses où, quand tu te lèves le matin, il faut te resituer, tu vois. T'as pas le droit d'avoir de bons sentiments, tout ça. Moi, Ah ouais. j'étais comme ça, tu Tu sais. t'interdisais, en fait, tu faisais presque de la méditation inversée, finalement. Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. En fait, je me lavais le cerveau moi-même. Bah, tu sais, quand t'es petit, quand tu fais 2 mètres de haut et 160 kilos, il n'y a pas de problème. Hein. Tu te balades dans la rue, personne t'embête. Personne. Quand tu fais 1m70 et que, je sais pas, je faisais quoi, 70 kilos à l'époque, c'est pas si simple que ça. Oui, il valait mieux développer certaines... Donc, si tu te bourres pas le crâne toi-même, à un moment, t'arrêtes. Hein. Ouais. Parce que se balader comme ça dans la rue avec un look comme ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Partout, tu peux prendre tu peux tomber sur une bande, tu peux tomber sur quelqu'un je sais pas, qui te sort une arme. C'est tout le temps. D'accord. Le métro, c'est dangereux. Tout est dangereux. Paris était dangereux à cette époque-là. Il y avait moins de police, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien. Tu pouvais massacrer quelqu'un et partir en courant après sans te faire choper. Ouais, c'était fini. C'était une autre époque. Ouais. Là, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Maintenant, il y a de la sécurité, quoi. Même si effectivement il y a des looks et tout qui posent problème, j'ai du mal à imaginer que toi, enfin à l'époque en tout cas avec ton look et tout, t'es toujours plein de monde aussi qui te tombait dessus, enfin aussi par... Ouais, c'est une époque, c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. C'est une époque violente. C'est une époque violente et c'est pour ça que les bandes duraient pas longtemps. Parce que c'était tellement violent que la plupart allaient en prison, déjà, premièrement, et puis tu te faisais virer de l'arrondissement, quoi. Moi, je me rappelle une fois, on était à Saint-Michel, et Saint-Michel, c'était devenu, voilà, on massacrait des gens, quoi. Ouais, je veux dire la vérité. À Saint-Michel. À Saint-Michel, ah D'accord. bah ouais, des trucs terribles, toi. Et ben, les flics sont venus nous chercher, je me rappelle, ils nous embarquaient, toute la bande, et ils nous avaient amenés au commissaire, et ils nous avaient dit, voilà, moi, je peux vous faire tous tomber. Je vous laisse une chance, vous allez dans l'autre arrondissement, mais vous venez plus dans mon arrondissement. Ah oui d'accord, bien joué. On voit déjà qu'à l'époque hein, ils étaient malins ils se débarrassent de leur... Et donc leur problème, quoi. on avait été dans un autre établissement, mais voilà, les bandes c'était tellement violent que ça durait pas longtemps de toute façon, parce que c'est difficile de pouvoir garder une telle violence en soi. À un moment, c'est fatigant. C'est comme quelque part un militaire qui est parti en guerre quand il veut rentrer chez lui. Tu vois. À Ouais. un moment, tu deviens fatigué. Tu peux tenir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. À un moment, t'en peux plus, quoi. Tu veux dire que t'as fait un burn-out de la violence? Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Parce que j'ai lu justement dans une de tes interviews, Ouais. parce que justement tu parles de cette histoire, je pense aussi pour dire aux gens que c'est possible de changer. Je pense que Ouais. c'est vraiment... En fait, ce qui s'est passé, je pense, le souvenir, c'est que on peut pas détruire l'amour en nous. On peut recouvrir notre réalité qui est belle par des choses mauvaises. C'est vrai. Et j'ai eu cet amour, cette bonté qui venait me chercher, tu sais, qui venait me chercher. Et des fois, c'était tellement fort que ça me déstabilisait. Tu sais, c'est comme un religieux qui doute de sa foi. Ouais, c'est Tu vois. compliqué. Ouais, c'était compliqué. Ça veut dire que je sentais la bonté en moi et j'avais un look terrible, entouré de jaquettes terribles. Et des fois, je me regardais, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ouais. Non, je te dis, hein. Non, mais Parce que c'était pas quelque chose de normal, si tu veux. Tu vois, c'est pas normal d'être pour comme toi, ça. ça l'était pas parce que Voilà. tu voulais être resté dans Tu cette vois. violence et dans ce... Et donc, petit à petit, je me suis retrouvé ballotté, tu vois, où des fois, j'arrivais pas à frapper sur un gars, tu vois. Et j'étais perdu. Ouais. J'étais perdu, donc j'essayais de me renforcer dans cette idéologie, dans ce look, et puis finalement, à un moment,
on sait plus où on habite, quoi. Tu te souviens d'un de ces moments où justement, peut-être dans une bagarre ou un truc comme ça, où tu t'es dit, qu'est-ce que je fais là? Enfin, est-ce que vraiment ma place est ici ou... Bah, je pense que on n'en prend pas conscience véritablement. Ça apparaît, mais on ne prend pas conscience toujours de ce qui se passe. Je me rappelle d'une fois que j'avais un collègue de la bande de gang, quoi, qui est très connu, je dirais pas son nom, qui maintenant a beaucoup de gens derrière lui. C'était un ami très proche de moi et il vient me chercher, il me dit écoute, il y a un autre gang qui veut se taper, il y a un gars qui veut se taper contre moi et un autre contre toi. Et on a rendez-vous. Pardon, ça me fait rire jaune, mais d'un côté, je me dis le plan, le plan du week-end. C'était ce qu'ils appellent les chasseurs de skins, tu vois. Okay. J'avais jamais entendu parler de ces gars-là. Moi, je me baladais partout dans Paris, j'ai jamais entendu parler de ces gars-là. Et puis, donc, on se pointe dans un café. Et donc, mon pote, il va se battre avec le gars et il gagne. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais avec l'autre, tu vois. Et on ne devait pas se taper ce jour-là, mais moi, j'étais quelqu'un de très impulsif. Je pense que je l'aurais défoncé sans... Voilà, j'aurais rentré dedans direct. Mais ce jour-là, j'étais dans un état de bonté. Et je sais pas ce qui se passait, j'avais pas de haine contre lui. Ah mince, et puis je le trouvais sympa et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, toi? Et ça a été les derniers moments, tu vois, que j'étais comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là, toi? Je dis, mais en fait, ce gars-là, c'est pas mon ennemi, je ressentais rien. Et puis lui, ça le déstabilisait, ce qui est vraiment incroyable. Il me dit, mais tu sais, on va se battre. Ouais, tu vois. Et puis, tu vois, je lui dis, ok, tu vas la voir, ta bataille, toi. Puis on s'est jamais revus, tu vois. Ouais. Et puis aussi, je pense, ce qui m'a aidé à changer, c'est qu'à un moment, on a arrêté de vivre dans la rue. Okay. Et parce qu'on est tombé sur un gars qui avait un appart, donc on a vécu chez lui. Et on a vécu une sorte de vie communautaire quand même. On était des fous furieux, mais on vivait quand même ensemble. Il fallait faire le ménage, la nourriture, le ceci, le ça. Et donc, et puis on a commencé aussi à se droguer, à prendre de la drogue, tu vois. Donc ça ramollit, etc., etc., etc. Et voilà. À un moment, t'as fait le tour, quoi. Puis ça devenait trop politisé. Puis c'était plus ce qu'on avait connu au début. On s'était complètement égaré, quoi. C'était complètement une impasse. Et puis voilà, on a arrêté, quoi. Oui, vous vous êtes rendu compte de l'écueil dans lequel vous étiez tombé à un moment, quoi. Ouais, c'était... surtout qu'on faisait un groupe de musique, on faisait des paroles terribles, tu vois. C'était vraiment... C'était de la débilité. C'était celui qui allait toujours plus loin. Tu vois, c'est un groupe comme ça, c'est comme une meute, tu sais, de chiens. C'est le plus fort qui a raison. Tu vois, c'est le côté animal. C'est celui qui a beau le plus fort. Voilà. Et donc, quand tu vas dans le mauvais, c'est celui qui rate. Alors, c'est une escalade. Et puis, c'est débile. Donc, à un moment, ça... si tu veux, tu te rends compte que c'est pas toi. Tu te rends compte que tu peux pas continuer. Et puis, du jour au lendemain, t'arrêtes. Et puis tu lâches tout, t'as même plus ces idées. Du jour au lendemain. Ah, du jour au lendemain. C'est féroce. C'est vraiment, du jour au lendemain, c'est comme si qu'il y a un voile qui s'en va, et moi je sais, je voulais plus être quelqu'un de méchant, donc j'avais pris un personnage non agressif. Ce qui était terrible, c'est que je craquais des fois. Craquer de quel côté? Du côté négatif. Ok. Wow. Et puis là, quand je commençais à m'énerver, c'était chaud, quoi. Parce que tu avais quand même d'une certaine violence. Ouais, et en fait, la violence, elle ressortissait. C'est comme si j'avais 10 fois plus de force. Hein. Je massacrais des gars. Et j'étais là, c'était une horreur. Ah ouais, et t'avais l'impression de ne pas être en contrôle de toi. Ouais, complètement. Ouais. Et puis, il fallait que je me sauve pour pas être chopé par la police, tu vois. Mais c'était pas parce que j'étais un skinhead. C'est parce que, par exemple, j'étais avec une copine, le gars, il se moquait de la copine, je le prenais. Puis vraiment, mais c'était super violent, au point que les gars, ils regardaient tous comme ça avec des grands yeux. Pas, sans doute, parce que c'est une violence démesurée, toi. Ouais. C'est une violence qui est pas normale. Comment t'expliques en fait que même au moment où tu t'es dit, là je veux être quelqu'un de bien, on va dire. Je veux bien m'entendre avec les gens,
Comment se fait-il, selon toi, qu'il y ait eu des ressorties comme ça de violence face à des gens qui s'y attendaient pas, tu vois, En fait, ce qui se passe, c'est que dans le terme yoga, il y a un mot on dit anartha, les choses indésirables. C'est pas parce que extérieurement tu fais semblant que tout est parti, que toutes les mauvaises choses sont parties, qu'elles ne sont pas à l'intérieur. Elles peuvent ressurgir, malheureusement. Et si tu veux, même si dans ce moment-là, je voulais être non-violent, que j'avais même, je côtoyais même je sais pas si tu as entendu parler, des mods, ça dit quelque chose, des mods modernistes. Bon, c'était une mouvance qu'il y a eu avant les skinheads en Angleterre, en fait, où les gens écoutent la soul music. Les Who, ça te dit quelque chose? Ah oui, les Who, oui. Au tout début, les Who, c'était des mods. Ah ok, voilà. D'accord. Voilà. Donc c'est un peu cette époque-là. Ouais. Et donc les gens, ils sont en scooter, ils sont habillés avec des parkas, etc. Et genre les années 60. Et donc, moi, comme c'était difficile de ne pas côtoyer une bande, ça a été ma sortie de secours un petit peu, ces gens-là. Ça veut dire qu'ils m'ont permis... Ils n'étaient pas violents comme les skinheads, ça ne veut pas dire que c'était des dégonflés non plus, mais c'était pas cette violence gratuite et haineuse. Donc, ça m'a permis de me canaliser et puis de prendre refuge en eux. Ça veut dire que je n'avais pas besoin forcément d'être une terreur. Voilà. Et donc, graduellement, ça m'a protégé. Mais en même temps, j'avais des dérapages, et ces dérapages-là, ça me rendait extrêmement malheureux. Extrêmement malheureux, parce que j'avais plus envie d'être comme ça. Mais, par exemple, une fois, je me rappelle, j'avais démarché une entreprise pour être pris, ils ne m'avaient pas répondu, donc j'avais été les voir. Et la fille, elle me dit, mais écoutez, on vous a envoyé, vous avez fait votre candidature il y a 6 mois, vous n'êtes même pas inquiété, pourquoi on ne vous a pas répondu? Elle dit, on ne veut pas de gars comme vous. J'ai pris le bureau, je lui ai retourné sur la tête. Tu vois, mais je ne sais même pas pourquoi. Après, que les gens pensent à le faire, je ne dis pas que... mais de là à le faire, c'est ça. Et là, les gars, ils ont flippé, ils sont tous arrivés. Et là, je les ai regardés dans les yeux et ils n'ont pas approché, toi. Ils ont dit, le gars, il est barré, toi. Ouais. Et je me retrouvais dans des situations comme ça que je n'arrivais pas à gérer. Ouais. Et donc, à un moment, et je me rappelle d'un moment particulier qui m'a marqué, c'est qu'il y avait une fille du gang qui était venue me voir. Et c'est quelqu'un qu'on n'avait pas fait des choses bien avec elle, tu vois. Okay. Et c'était quelqu'un qui m'aimait beaucoup, quoi. Et quand elle est venue, ça m'a rappelé tout mon passé. Je me dis, qu'est-ce qu'elle fout là? C'était vraiment le cauchemar, tu vois. Ouais. Et elle s'assoit à côté de moi et elle me dit, mais tu peux pas faire semblant que t'as jamais rien fait, tu peux pas faire comme ça. Et puis tu vois, t'avais aussi des nouveaux skinheads qui venaient, qui nous cherchaient pour nous faire voir qu'ils suivaient dans nos traces. Tu vois, on était comme des sortes d'idoles à cette époque-là. Tu vois. Ok. Donc ça doit être dur aussi de se défaire de ça. De tout ça. Les gars, ils venaient taper des gens devant nous pour nous faire voir qu'ils étaient comme nous, quoi. Et c'était l'horreur. C'était l'horreur. Et là, je me suis dit vraiment, je vais jamais m'en sortir. Je m'en sortirai pas, tu vois. Et c'est là que j'ai pris refuge dans la vie spirituelle. C'est comme si qu'il y avait quelque chose qui venait toujours me chercher, toujours. Et du mauvais côté, quoi. Toujours du mauvais côté. Okay. C'est-à-dire que même si j'avais lâché tout, cette violence, elle ne pouvait pas me quitter, puisque j'avais quelque part, avec d'autres, initié d'autres personnes pour continuer, tu vois. Donc, oui, en fait, t'avais transmis un héritage que tu refusais, finalement. C'est ça, ouais. Et c'est pas évident. Ouais, j'imagine. Ça a été des moments difficiles. Et en même temps, ce qui est terrible, c'est qu'il y avait quand même une certaine fierté à l'intérieur d'avoir été un voyou, quand même. Oui, et puis d'avoir, j'imagine, des gens qui t'admirent un peu et tout. Voilà. Donc, même... j'étais dans une sorte de labyrinthe, quoi. Je m'en sortais pas. C'était pas possible. Il fallait vraiment que que ce personnage, il meurt, quoi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé alors spirituellement? Comment est-ce que ça a été progressif ton arrivée vers la spiritualité? Est-ce que tu as rencontré des personnes sur ton chemin qui t'ont donné des pistes et des idées? Enfin, comment ça s'est passé Moi, j'ai toujours été droit. C'est ma nature. Il semblerait. Voilà, ma nature, c'est un objectif, j'y vais. Je peux pas être autrement. Ok.
Bah, je te l'ai dit, c'est mon pote, Ouais. quoi, Mm. qui était un membre du gang et qui avait pris une balle. Donc je m'étais occupé de lui pendant longtemps aussi. D'accord. Je le protégeais, tout ça. Ouais. Et donc quand il a arrêté, j'étais tout le temps avec lui. Puis il a commencé à aller vers la spiritualité. Donc il m'a dit, Willy, je vais devenir végétarien, tout ça. Donc ma vie, elle a changé. Tu vois, comme D'accord. j'étais toujours avec lui, bah, j'ai commencé à imiter ce qu'il faisait. Et puis il a commencé à méditer, j'ai médité. Mais ce qui était vraiment incroyable, c'est que bah, la méditation, ça me faisait un effet incroyable, quoi. Vraiment, ça me touchait et puis ça m'ouvrait à un monde complètement différent, tu vois. Et au point que je passais des heures dans les parcs à méditer, des heures et des Ah heures ouais. et des heures et des heures. Et ça me faisait tellement de bien. Et ça m'a permis comme ça de vraiment de me détacher de ce mauvais personnage. Et graduellement, il a perdu de la force et il a commencé à disparaître. Et donc j'ai pu vraiment bah, devenir complètement différent, quoi. Ouais. Alors ça a pris du temps quand même, tu vois. Et là j'ai connu une personne, une femme qui m'a amené en Guyane. Tu vois, j'ai été en Guyane. Et la Guyane, l'Amazonie, tout ça, il y a une vibration. C'est incroyable. Ouais, c'est particulier. Incroyable comment... Alors je dis pas que c'est beau, hein, mais euh, il y a quelque chose de naturel. Ouais. Il y a C'est la foisonnant, nature. c'est... Voilà, ouais. tu peux te retrouver seul. Tu peux te retrouver dans un espace où tu peux communier avec des animaux, avec des arbres, avec des rochers, avec la nature. Et si tu veux, bah, ça fait du bien. Mm. Ça fait du bien parce que tu te retrouves en harmonie avec, avec l'univers, quelque part. Et avec les humains, parfois, c'est dur. C'est plus dur. C'est ouais, plus dur. C'est clair. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et à un moment, j'avais vraiment envie d'avoir l'expérience de Dieu, tu sais. Ok. Et Ouais. qu'est-ce que t'appelles l'expérience de Dieu? Bah, savoir que s'il se passe quelque chose au-delà. T'aimerais savoir en fait s'il se passe un truc quand on Voilà, meurt et ouais. voilà, j'avais envie, donc, et un jour, j'ai vraiment médité fortement, tu vois, avec une forte conviction. Et j'ai eu une expérience spirituelle très forte, très très forte, tellement forte que j'ai eu peur de mourir. Ah, Ah ouais, ok. à ce point-là, c'était tellement fort que ça m'a fait peur. Et là, je me suis vraiment tourné vers les autres, vraiment tourné vers le bien, vouloir être quelqu'un qui puisse être complètement différent et aider les autres. Et puis voilà, je me suis tourné vraiment vers Dieu. Et j'ai essayé de trouver des groupes, parce que je ne pouvais pas rester tout seul, j'avais besoin quelque part de partager, rencontrer des gens. rencontrer des gens. Mais cette expérience de l'amour, ça m'avait donné quand même un certain idéal, tu vois, à rechercher. Et quand alors, c'est parce que c'est la destinée, mais quand j'ai rencontré certains religieux, ben, je trouvais plutôt des gens qui étaient voilà, sectaires, Ouais, fermés ouais. d'esprit. Il y avait que les autres, c'est des démons, les machins, les bidules. Et ça m'a quelque part bah, enlevé l'espoir de trouver quelque chose. Tu vois. Donc j'étais un petit peu malheureux avec ça. Mais quand j'ai été en Inde, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens bien dans les groupes, hein, mais je ne suis pas tombé sur les bonnes personnes. Mais quand j'ai été en Inde, j'ai rencontré vraiment ce qu'on appelle des sadhus, des gens qui étaient vraiment humbles, doux, qui pensaient au bien des autres et qui vivaient leur vie simplement pour vraiment se libérer et aider les autres. Il y avait vraiment une compassion très grande, quoi. C'est des gens qui vivent en groupe et qui marchent, non, les sadhus, ou pas du tout? Il y a plein de sortes de sadhus. Ok. En fait, sadhu, quelque part, c'est une personne qui a des qualités, tu vois, Ok. comme l'humilité, la tolérance, le respect, la compassion, tu vois. C'est des personnes qui ont des vraies qualités. Quand tu les vois, c'est impressionnant. Ça te touche et ça te change, tu vois. Mais ça n'a rien à voir avec des débiles allumés qui se prennent pour Dieu. Oui, je sais pas, tu parce vois. qu'il y a C'est des vite gens des équilibrés. Ouais. Voilà. En Inde, il y a vraiment des trucs terribles. Ah oui, oui, il y a aussi ça. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment Faut être terrible. attentif dans sa Voilà, recherche c'est ça, spirituelle. c'est ça, clair. ouais, c'est pas facile du tout, quoi. Mm. Et bah, si tu veux, bah, ça m'a permis d'accepter une voie. Alors, dans cette voie-là, je suis pas tombé que sur des gens bien. D'accord. Ouais. Tu sais, c'est comme, par exemple, je vais prendre
Les chrétiens. Les chrétiens, il y a les catholiques, les protestants, les évangélistes, les évangéliques, les adventistes septième jour, les mormons, les témoins de Jéhovah. Il y a plein de façons d'être chrétien, de suivre les enseignements de Jésus. Ouais. Mais c'est pas qu'ils le vivent de la même manière. Il y en a qui peuvent avoir des tendances sectaires, des tendances même, je sais pas, au suicide, voilà, bon, bref. Dans toutes les voies, c'est comme ça. Et c'est vrai que j'ai eu des expériences avec la spiritualité qui étaient extrêmes, tu vois. Ok. Et même j'ai même vécu avec des gens qui avaient des tendances sectaires à un moment de ma vie. Et par contre, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Parce que quand on est dans des groupes comme ça, on peut apprendre à en sortir. Premièrement parce qu'on n'est pas fait pour ça. Et moi, je me suis retrouvé dans cette situation un petit peu parce que j'étais pas encore bien équilibré, tu vois. C'était au début, tu vois. Mais j'ai pu apprendre qu'est-ce qu'il fallait pas faire dans la spiritualité. Ok. Les pièges. J'ai vu tellement de choses, tu vois. Et tu peux nous dire un peu rapidement, pour toi, quels sont les pièges justement que tu as évités ou que les pièges, déjà c'est la position. Tu vois, vouloir être un gourou. Un truc d'ego, quoi, qui se joue hyper fortement. Un truc d'ego. Ouais. Ou, par exemple, manipuler les gens. Par exemple, si quelqu'un veut s'en aller, tu vas le manipuler pour qu'il reste, ou tu vas le séparer des autres, ceci, cela, etc. Donc, il y a tout un travail, en fait, qu'on fait avec le temps, et qu'on se débarrasse de mauvaises choses pour que ça soit vraiment propre, quoi. C'est pas facile, hein, tu sais. C'est pas simple. C'est pas simple. Nous, ici, là, ça fait combien d'années qu'on a installé? Plus de 20 ans. Ouais. Donc, tu parles là de ton association. Voilà, la congrégation religieuse. Là, donc, c'est Ahimsa. Non, ça, l'association, c'est Ahimsa Non-Violence. La congrégation, elle s'appelle Radha Kripa. D'accord. Voilà. Et là, on est 20 moines à vivre ici. Ouais, c'est énorme. Ouais, 20 moines. Okay. Et si tu veux, on a eu un énorme travail sur nous, vraiment. Ouais. Au point qu'on est reconnu par l'État français. En fait, congrégation religieuse, pour être reconnu, il y a une enquête des renseignements généraux à l'époque, ça a duré 7 ans. Hein. 7 ans d'enquête. D'accord, c'est vraiment costaud. C'est un gros truc. Ouais. Après, il faut l'avis du conseil municipal, du préfet, du conseil d'État et du Premier ministre. Hein. C'est des grosses reconnaissances. Ça va loin. Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Par contre, on a des plus petites reconnaissances. En France, ça s'appelle l'association cultuelle. Ouais. Ça, il y a juste besoin, en fait, du préfet et du conseil d'administration, en fait, de la mairie. Oui, comme ça, ils ont quand même un œil sur ce qui se passe, ce qui est quand même préférable. Mais là, nous, la reconnaissance qu'on a, c'est quelque chose que juste les bouddhistes, ils ont, les lamas, des choses comme ça, les catholiques et les protestants, voilà. Et vous, sur, donc, on va dire, croyances hindouistes, je sais pas comment on dit. Ça. Ouais. Nous, on est des Vaishnavas. En fait, Vaishnavas, c'est des monothéistes qui croient à un dieu physique, quoi. Oh oui, d'accord. Ouais, une relation d'amour possible, quoi, avec Dieu, etc. Voilà. C'est ça l'idée, quoi. Et du coup, là, vous vivez justement tous ici, et ta vie actuellement, c'est une vie monacale un peu? Ouais, moi je me lève. En fait, c'est moi. Hein. Moi, je me lève très tôt le matin. Je me lève minuit, 1h du matin. Ah oui, c'est plus que tôt. Ouais, mais il n'y a que moi qui se lève comme ça. Okay. Les autres se lèvent à 5h du matin, quoi. Mais moi, j'ai besoin vraiment de méditer. J'ai besoin de me plonger dans l'amour. C'est quelque chose que j'ai besoin, quoi. Voilà. Et ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon équilibre. Et j'écris beaucoup des livres aussi. T'écris des bouquins? D'accord. J'ai écrit plus de 20 livres. Ah oui, c'est énorme. Ouais, j'ai écrit plus de 20 livres. Le dernier pour... Là, je fais un commentaire sur le Srimad Bhagavatam, Bhagavad Purana. En fait, c'est une écriture canonique. D'accord. Ouais, mais c'est un très gros livre. Ok. Voilà. Ah oui, passionnant. En tout cas, il y a énormément de choses à creuser sur ces sujets-là. Après, j'ai écrit aussi des livres un peu sur ma vie. Ouais. J'imagine, c'est quand même une vie... Mais la chose, c'est que quand tu renais à l'intérieur de toi-même, c'est comme si tu sortais d'un rêve, tu sais. Quand tu sors d'un rêve, tu te rappelles, mais
t'arrives pas vraiment à comprendre ce qui s'est passé, tu sais. C'est quelque chose qui s'éloigne de plus en plus. Ouais, puis même Donc, la sensation, c'est voilà. Donc la vie que j'ai eue avant et la vie aujourd'hui, c'est comme si que quelque part j'avais pas eu cette vie avant, je la ressens plus. Oui. J'ai plus de lien avec elle à l'intérieur de moi-même. Alors c'est vrai que des fois les gens sont un peu perturbés de la façon que je vais parler de ma vie passée. Ah oui, pourquoi? Bah parce que je vais en parler, je sais pas, sans forcément de sentiments, tu vois. Sans, voilà, des fois ils sont un peu choqués. Tu vois. Parce que tu crois que les gens se disent qu'il faudrait que tu fasses preuve de plus de repentance, par exemple, par rapport à ta vie passée, ou plus de culpabilité ouais. Disons que j'ai eu cette période-là de repentance. Bah oui, forte. c'est ça. Enfin, je veux dire, de l'eau a coulé sous les ponts, quand même. Je l'ai eu, par exemple, à un moment, quand j'ai vraiment changé, ça a été difficile. Hein, il a fallu que je verse des larmes pour changer. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est des fois la nuit, j'arrivais pas à dormir. Parce que, alors, c'était pas beaucoup de violence qu'il y avait en moi, mais il en restait un petit peu. Et ça me faisait beaucoup souffrir, tu vois, beaucoup souffrir. Mais c'était tellement peu par rapport à avant. Mais pour moi, c'était important que tout parte, tu vois. Et quand je me suis senti vraiment en paix et pardonné à l'intérieur de moi-même, c'est ça qui est important aussi, tu vois. Vraiment libéré, tu vois. Et là, je me suis dit, je peux pas simplement rester comme ça aussi. Il faut que je demande pardon. Et là, à cette époque-là, il y avait les blogs MySpace. Là, ouais. C'est vieux, quoi. Donc, j'ai commencé à écrire un blog Skinhead Repenti. Et là, j'ai vu des milliers de personnes, hein, vraiment beaucoup de personnes, qui se connectaient à moi du monde entier. Ah, c'est dingue, hein. Ah ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Parce que moi, ça fait 20 ans que je vivais en reclus, quoi, quelque part, tu vois, caché. J'avais pas envie de revenir dans ce monde, tu vois. Pas ce monde, mais le monde de violence, ouais, tu vois, que avec connu, les gangs et tout ça. Voilà. Et donc j'étais obligé de vivre complètement différemment. Et là, du coup, c'était un appel à tous ces gens-là pour leur dire qu'on peut changer. Ouais. Et là, j'ai eu tellement de gens, des gens d'Afrique du Sud, d'Israël même, de Belgique, des États-Unis. Il y a plein de gens qui se connectaient à mon histoire, tu vois. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais peut-être un rôle. Je me suis dit, mais pourquoi pas aider des gens à sortir de là. Bah ouais. Et donc là, j'ai créé l'association IMSA Non-Violence. D'accord. Et du coup, ça a aidé tellement de gens, tu vois. Tellement de gens. Alors, c'est pas forcément que les gens viennent, mais si tu veux, l'histoire, le fait d'avoir juste un contact avec des gens ou passer à la télé ou parler sur un podcast, mais tu peux pas imaginer les retours qu'il y a. Moi, par exemple, je parle avec quelqu'un, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, 2 ans après, il m'a dit écoute William, je te remercie, tu m'as changé ma vie. Ouais, c'est ouf. C'est un truc de fou. Le gars est super violent, et voilà, et plus de violence, plus rien. Il m'a dit, t'as changé ma vie. Juste 2 mots. Et alors, c'est pas nous qui sommes la cause de ça, quelque part. Parce que sans ça, on va prendre le melon. Hein. Mais dans l'humilité, on comprend, on se sert d'instrument. Voilà. Et ce qu'il y a de beau, c'est que dans la spiritualité, on voit toujours une cause supérieure dans nos actions. Et au lieu de s'enorgueillir, on devient de plus en plus humble et plus reconnaissant. Et au contraire, les gens qu'on aide, on les voit comme des gens qui nous aident. Tu vois, oui, c'est vrai. Ouais. Et donc, c'est très profond. Et j'ai aidé un paquet de gens, c'est des centaines. C'est génial, finalement. Comme quoi, si tu avais eu trop honte de ton passé, si tu n'en avais pas parlé ouvertement, tu n'aurais pas pu faire aussi tout ce que tu as fait après. Ouais. Donc, disons que tu sais, parler d'un passé comme ça, après, tu t'étais grillé. Hein. Ah, j'imagine. J'imagine. Porter ça, c'est pas évident. Ouais, moi, quand je passe, en plus, quand je passe à la télé, par exemple, pas la télé, mais que ça va être un documentaire, ils vont me filmer pendant 4 jours. Ce qu'ils gardent, c'est pas forcément le meilleur. Ils ont fait un documentaire sur toi, oui. Celui-là, il est bien. Il est bien. Il est bien. Mais il y a des documentaires où les gars, ils ont gardé que des mauvais trucs. Ouais, c'est les phrases chocs. Attends, mais il faut voir ce que les gens ils disent sur moi. Ils ont la haine, ils disent, mais ce gars-là, il devrait être en taule, on devrait le tuer, etc. Ouais, ça doit être dur. Ouais. Après, c'est comme ça. Et moi, j'ai le courage de le faire. Je peux le faire. Mais il y en a plein qui peuvent pas. Quoi. Non, mais c'est clair. Moi, je trouve que c'est courageux et que ta démarche,
elle permet aussi... En fait, je t'ai découvert dans un podcast où j'écoutais un néo-nazi, mais plus actuel, enfin vraiment, qui est sorti de tout ça et qui t'a cité comme exemple, qui a dit « J'ai vu que William Delaney s'en était sorti, je me suis dit, moi aussi, je peux le faire. » Pour que ça aide une personne comme ça, qui était très, très politisée, hyper raciste et tout, à changer, c'est que voilà, c'est qu'il y a quelque chose, en tout cas, tout à fait. De profond. Moi, je respecte le chemin de chacun. Bien sûr. J'impose pas d'idées, tout ça. Voilà. Si ça lui a permis de changer, c'est super. Les gens viennent à toi s'ils le veulent, quoi. Ouais. Très clair. Il y a une chose que j'ai appris dans cette vie, c'est de respecter les gens. Par exemple, quand quelqu'un vient ici avec une autre opinion ou une autre conviction religieuse, ben, je vais nourrir sa conviction religieuse. Je ne vais pas détruire sa croyance. Moi, je suis plutôt dans cette démarche-là. Le but, c'est que les gens puissent s'épanouir, échanger, aller vers quelque chose de beau. Et si on essaye de les amener vers ce qu'on aime, quelque part, c'est les déstabiliser. C'est une sorte de violence, quoi. Oui, c'est vrai. C'est une sorte de violence. Ah, mais moi, j'ai vu des religieux, c'est terrible. Tu rentres, t'as une autre foi, ils vont te dire, ouais, mais là, c'est pas... Voilà, toi, tu vas brûler en enfer. Voilà, c'est pas... Alors, c'est dur, la religion, c'est dur. Moi, disons que je suis un spiritualiste, mais je suis plus un religieux dans l'âme, quoi. Ça veut dire que moi, l'habit, tout ça, c'est secondaire, quoi. Après, il faut bien appartenir à quelque chose, bien sûr, hein. Mais voilà, moi, je me bats pas pour un habit, pour un mouvement, etc., etc. Donc ça, je peux pas, quoi. C'est très précieux. Est-ce que tu crois que c'est la chose la plus précieuse ou une des choses les plus précieuses qu'on ait, nous, en tant qu'être humain, la spiritualité ? Bah, bien sûr, parce qu'en fait, la spiritualité, ça amène un équilibre total dans la vie. Alors, bien sûr, il y a pas mal d'allumés, hein, il y en a. Hein. Ouais, il y en a un paquet. Ça, c'est vrai qu'il faut vraiment être vigilant. Ouais. Moi, je le dis à chaque fois. Mais quand la spiritualité, elle est bonne, ça apporte un tel équilibre. Mais vraiment un équilibre. Et on peut tout utiliser. Moi, je vois, par exemple, je fais du rock'n'roll, mais ça me déstabilise pas. On parle d'amour. Bien sûr, et pourtant, je suis tatoué. Et puis, quand je joue, bon, bah, ça dégage quelque chose, c'est normal, tu vois. Mais même si des religieux comprennent pas, je m'en moque. Le but, c'est de faire voir qu'on peut tout utiliser. C'est ça la stabilité, c'est ça l'équilibre. C'est qu'on peut tout utiliser, mais pour l'amour. Pour faire quelque chose de bien, en tout cas, pour contribuer à quelque chose de positif. Bah ouais. Par exemple, le rock'n'roll, pour certains religieux, au début, c'était Satan. Maintenant, ces mêmes religieux, ils font du rock'n'roll. J'ai été, par exemple, aux États-Unis, j'ai été à un festival chrétien, ils font du gros rock'n'roll, mais du heavy metal et tout, quoi, par exemple. Et ben, les mêmes chrétiens, au début, disaient que le rock, c'était Satan. Oui. Donc il y a une évolution, tu comprends ? Mais disons que l'évolution, elle devrait être vraiment de comprendre qu'il y a une source et elle est pour tout le monde. Elle n'est pas simplement pour certains. Et c'est ça qui est mauvais, c'est que ça nous divise. Notre but, il est de comprendre quelque chose qui soit plus large et plus universel, quoi. Il y a plus grand que nous, quoi, et ça rend comme tu disais. Voilà, Dieu, il est pour tout le monde. La spiritualité, elle est pour tout le monde. Voilà. On est dans une époque où c'est dépassé le sectarisme. Oui, j'ai l'impression aussi. C'est dépassé. Chacun fait un peu sa petite cuisine aussi interne en fonction de ses besoins. C'est dépassé, voilà. Ouais. On a besoin de quelque chose de différent pour que les gens évoluent. Ils croient plus dans ces choses fanatiques qui a fait tellement de mal, tellement de guerre, tout ça. C'est vrai. On en a marre. Ça fait beaucoup de mal. On en a marre. Ça nous divise simplement. Mais ça n'empêche pas que la spiritualité... La spiritualité, c'est l'âme, hein, la spiritualité. Ça nous fait comprendre qu'on est différent du corps. Le corps, on devra le laisser. L'âme, elle est éternelle, parce qu'on peut voir l'âme aussi dans l'arbre, dans l'oiseau, dans l'insecte, dans le brin d'herbe. L'âme est partout. Et on peut communier sur différents plans. Et c'est ça qui est beau. Ça veut dire que ça apporte vraiment un équilibre à tous les niveaux, quoi. C'est une sensibilité. Être sensible, c'est important. Avant, moi, j'étais insensible. Maintenant, je suis sensible. Mais cette sensibilité, ça veut pas dire qu'on devient fou. Elle nous équilibre. Parce qu'elle nous donne une intelligence qui est bonne. D'accord. Buddhi yoga, on appelle ça. Très beau.
J'ai juste une dernière petite question. Parmi les auditeurs du podcast, il y a peut-être des gens qui traversent en ce moment une épreuve de vie. C'est vraiment le principe du podcast, les épreuves et puis les parcours de vie et la spiritualité. Toi, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui vit quelque chose de difficile? Ça peut être un deuil, ça peut être un accident, ça peut être même comme toi, d'être bloqué dans quelque chose de compliqué à ce moment de sa vie. Quelles recommandations tu ferais? C'est une question qui est complexe. Ouais. Parce que chaque personne est différente. Et chaque personne a besoin d'un conseil particulier. Parce que ça ne peut pas être général. Mais ce qu'on peut éventuellement penser, exprimer, c'est qu'il faut aller se chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Ok. Parce que quand on va se chercher à l'intérieur de nous-mêmes, alors on peut se comprendre et comprendre les autres. Et la vie et la souffrance souvent viennent d'une mauvaise compréhension de nous-mêmes et d'une mauvaise compréhension des autres. Par exemple, on peut se dire, à cause de cette personne, j'ai tellement eu de souffrance. Mais on peut se dire, grâce à cette personne, grâce à cette souffrance, je peux m'en sortir 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus. Tout est une question de compréhension, de connaissance. La même force, elle peut nous détruire comme nous libérer complètement. Et c'est ça que j'ai appris, moi, dans cette vie. Et je pense que les gens ont besoin de comprendre comment réagir face à l'environnement. On ne doit pas essayer de contrôler l'environnement. On doit s'adapter à l'environnement. Et à ce moment-là, l'environnement peut nous apporter constamment, arrêter de nous détruire, mais nous renforcer et nous libérer. Donc, ne pas être trop en lutte, finalement. C'est un peu ce que tu dis, quoi. Pas se battre. Non, c'est important. On doit accepter que les choses viennent pour nous faire progresser, même si c'est dur. C'est ça la loi de la spiritualité. Quand on est matérialiste, quand les choses ne vont pas dans notre sens, on lutte. Ouais. Mais quand on est spiritualiste, on ne lutte jamais. On s'adapte. Et à ce moment-là, on développe l'humilité, la tolérance, le respect et toutes les bonnes qualités. Il n'y a pas le choix, quoi. De toute façon, quand la souffrance vient, il y a deux solutions. Soit quelqu'un, il prie, il lève ses bras et il demande de l'aide, soit il veut mourir et arrêter de vivre. Donc, c'est deux sortes de personnes qui existent. Okay. Et un grand saint qui s'appelait Mahvacharya disait « La personne pieuse, quand elle souffre, elle prend refuge. » Et quelqu'un qui n'a pas fait assez d'activités pieuses dans sa vie, elle se bat. Ouais. Et elle s'enfonce de plus en plus, en fait, dans sa souffrance. C'est pourquoi il faut apprendre cet art vraiment de la vertu. Okay. Et apprendre à vraiment comprendre l'environnement et se situer d'une manière que tout nous réussisse. Ouais. Très clair. Suivre son chemin, pas trop lutter. Normalement, tout est fait pour que ce soit à peu près fluide pour chacun d'entre nous, on va dire. C'est logique, parce qu'on a tous des expériences plus ou moins similaires dans la vie. Et certains, ça leur fait tel effet, et l'autre tel effet. Donc c'est juste une prise de conscience. Ouais. Très sensé ce que tu dis. Avant de terminer, est-ce que tu souhaites parler un peu de ton association, parler du site web si tu en as un ou... Oui, disons qu'on a des activités, on distribue de la nourriture déjà, végétarienne, 3 fois par semaine. On a une activité aussi de motard, on a utilisé la moto. Par exemple, souvent beaucoup de jeunes qui ont été des voyous vont après dans des motoclubs, 1%, pour vivre en gang et continuer jusqu'à la fin de leur vie. Nous, on a utilisé cette chose-là pour faire voir qu'on peut le faire avec l'amour. D'accord. Voilà. Et on accueille des gens, on fait des choses, voilà. S'il y en a qui veulent faire des trucs avec nous, ils sont les bienvenus. On vous trouve en ligne, par exemple? Ouais, on a un site à MSA No Violence,
Moi, j'ai un Facebook de Lenny William, okay. Instagram aussi. Et puis, il y a le site de la congrégation Radha-Kripa. Voilà, on peut avoir des renseignements. Je mettrai tout ça dans le descriptif du podcast, de toute façon, voilà, pour ceux que ça intéresse. Eh ben, merci beaucoup, William, d'avoir pris le temps de me répondre. Et je vous dis à très vite. Pour retrouver le podcast sur Instagram, tapez Le Paradis attendra sans espace. Écoutez également l'ensemble des épisodes en libre accès sur YouTube via la chaîne Éveil Podcast. À bientôt!